tu finiras exactement comme ta fille, et personne ne viendra te sauver. La voix cruelle du colonel, tel un serpent glacial, se glissa à l'oreille de la femme ligotée au fond de la fosse profonde. Crac, schlac, juste au-dessus de sa tête, des pelletées de terre froide et humide commencèrent à pleuvoir. Une pelletée, deux pelletées, la terre engloutit rapidement ses chevilles, puis ses genoux, et dévora sa taille. C'était la fin qu'il réservait à cette commandante gênante qui avait osé venir ici pour fouiller dans la mort de sa fille. Il pensait simplement enterrer vivante une mère impuissante, rendue folle par le chagrin. Mais il ne sut jamais que ce qu'il enterrait n'était pas une faible tristesse, mais la Némésie elle-même, la déesse de la vengeance descendue sur terre. Il pensait enterrer la vérité, mais en réalité, il creusait de ses propres mains la porte d'un enfer gigantesque qui allait bientôt engloutir toute l'armée. Chaque pelletée de terre qu'il jetait ne la poussait pas vers la mort. Au contraire, ce n'étaient que les pas insensés qui le rapprochaient lui-même, pas à pas, du tribunal infernal qu'elle avait parfaitement conçu. La déesse de la vengeance venait à peine de s'éveiller d'un profond sommeil. Car le véritable protagoniste de ces funérailles macabres n'était pas la femme enterrée sous terre, mais lui-même l'escadron Scorpion. Ce nom était comme un tabou dans l'armée de terre française. Une forteresse isolée dans la vallée la plus reculée des Pyrénées, un lieu à peine marqué sur les cartes. Cet endroit était surnommé le cimetière de l'armée, la destination des ratés et des éléments les plus indisciplinés. À l'extérieur, des clôtures de barbelés grisâtres entouraient la caserne, dégageant constamment une aura glaciale et humide, comme l'odeur de la mort. Un vieux 4x4 militaire Peugeot P4 s'arrêta juste devant cette porte de l'enfer. Une femme officier en descendit. Son treillis de combat impeccable portait les galons de commandant, mais l'uniforme semblait avoir trouvé le mauvais propriétaire, paraissant étrangement déplacé. Car le corps qu'il habillait était si maigre et fragile, comme une momie vidée de toute son humidité. Son nom était Isabelle Rochefort. Son visage était comme une statue sculptée dans le chagrin pur. Ses orbites étaient creusées comme si elle avait passé de nombreuses nuits blanches, et d'épais cernes sombres jetaient une ombre en dessous, le regard vide de quelqu'un qui a tout perdu. Elle marcha lentement, sans force, vers le bâtiment administratif, comme si elle n'avait plus aucun attachement à quoi que ce soit en ce monde. Derrière elle, tous les regards du camp se tournèrent, s'accrochant à elle comme des fantômes. Des chuchotements se répandirent avec le vent. C'est elle. Qui? La mère du sous-lieutenant Marie Leclerc. Celle qui est morte il y a un mois. On dit que c'est une commandante. Mon Dieu! Venir à l'endroit même où sa fille est morte. Oh! Est-elle folle? Elle doit être au bout du rouleau, être qu'elle veut sentir la dernière chaleur de sa fille. Des regards mêlés de pitié, de curiosité et d'un peu de mépris. Ils pensaient tous la même chose. Cette femme n'était qu'une pauvre mère, faible, dont la raison avait été dévorée par le chagrin. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer que la femme frêle qui se tenait devant eux était le général de division Isabelle Rochefort, une légende vivante de la brigade des forces spéciales 707 Cobra. Une déesse de la vengeance dont le nom seul faisait trembler les forces spéciales ennemies. La porte du bureau du chef de corps était fermée. Quand elle frappa, une voix arrogante et agacée retentit de l'intérieur. Entrez. Au moment où elle ouvrit la porte, ce qui l'accueillit fut une odeur âcre de cigares et de forte eau de vie, difficile de croire que c'était le bureau d'un commandant militaire. La pièce était remplie d'objets de luxe, et le maître des lieux, le roi de l'escadron Scorpion, le colonel Gérard Beaumont, était affalé dans un énorme fauteuil en cuir, les deux pieds posés avec arrogance sur le bureau, la regardant. Ses yeux étaient froids et cruels, comme ceux d'un reptile évaluant sa proie. Il ne daigna même pas se lever, ni même lui rendre son salut.
Isabelle ne se soucia pas de son attitude. Elle fit son rapport d'une voix mécanique, mais où perçait une certaine fatigue. Rapport, mon colonel. Je suis le commandant Isabelle Rochefort, affecté en tant qu'officier logisticien à cette unité à compter d'aujourd'hui. Je me présente à vous. Et Gérard Beaumont se racla la gorge, la balayant d'un regard méprisant de la tête aux pieds. Son regard semblait dire « Bien fait pour toi ». Ah, alors, c'est vous, la fameuse commandante Rochefort, asseyez-vous. Il désigna une chaise d'un signe de tête. Quand Isabelle s'assit silencieusement, il prit la parole d'un ton plein d'une fausse compassion. Sa voix ne contenait aucune sincérité, comme des larmes de crocodile. L'histoire de votre fille est regrettable. En tant que commandant de cette unité, je présente mes plus sincères condoléances à votre famille. Oui, merci, mon colonel. Isabelle baissa la tête, s'efforçant de répondre, ses épaules tremblant légèrement. C'était la performance parfaite d'une mère brisée par le chagrin. Gérard Beaumont observa son comportement avec une grande satisfaction. Il était trop habitué à traiter avec ce genre de personnes, surtout les femmes dominées par leurs émotions. Le cœur d'une mère, qui ne le comprendrait pas, mais tout de même, comment avez-vous pu penser à venir directement là où votre fille est morte? Cela a dû être une décision difficile pour une personne saine d'esprit. Ces paroles avaient la forme d'un réconfort, mais leur contenu n'était rien d'autre qu'une moquerie. Quelle folle! J'ai simplement pensé qu'en venant ici, je pourrais peut-être sentir un peu de la dernière chaleur de ma petite. Alors, j'ai osé faire une demande déraisonnable. Merci de votre sollicitude, mon colonel. Ma sollicitude? Vos supérieurs ont dû aussi prendre en compte votre situation pitoyable pour accorder une telle dérogation. Il tira une longue bouffée de son cigare, puis lui souffla la fumée directement au visage. Ensuite, il commença à révéler sa nature cruelle. Le sous-lieutenant Leclerc était une officier très prometteuse, très passionnée, mais peut-être que son enthousiasme a dépassé les limites. L'entraînement dans l'escadron Scorpion n'est pas quelque chose que ces jeunes officiers élevés comme des fleurs en serre, surtout une femme, peuvent supporter. Ces mots étaient comme des poignards plantés directement dans le cœur d'Isabelle. Il lui disait en face que sa fille était morte parce qu'elle était faible. Isabelle se mordit la lèvre inférieure. Ses deux mains posées sur ses genoux se serrèrent en poing si fort qu'ils en devinrent blancs. Mais elle ne releva pas la tête, elle endura silencieusement toute cette humiliation. Gérard Beaumont, voyant qu'elle ne réagissait pas, devint encore plus suffisant. Il se leva de son fauteuil, s'approcha d'elle et lui tapota doucement l'épaule, comme pour enlever de la poussière. « Que voulez-vous? Elle est morte, mais les vivants doivent continuer à vivre, n'est-ce pas, commandant ?» Il parla d'un ton condescendant, comme s'il lui accordait une faveur. « Pour l'instant, je vous ai assigné au poste de gestionnaire de l'entrepôt logistique. Faites votre travail tranquillement, ne vous surmenez pas, laissez votre esprit se reposer. C'est une faveur spéciale, alors sachez être reconnaissante. » Confier à un officier du grade de commandant le travail de gestionnaire d'entrepôt, une tâche qu'un simple soldat pouvait faire, c'était clairement une humiliation et une moquerie publique. Il déclarait sans détour qu'il ne la considérait plus comme un officier. « Oui, je comprends, je m'en souviendrai. » Isabelle répondit toujours faiblement, la tête baissée. « Bien, alors vous pouvez sortir maintenant, j'ai beaucoup de travail. » Il fit un geste de la main comme pour ne plus la voir. Isabelle se leva silencieusement, salua réglementairement, puis quitta le bureau du chef de corps. Jusqu'à ce que la porte se ferme, elle ne releva pas la tête une seule fois. Gérard Beaumont la regarda s'éloigner, un sourire satisfait aux lèvres. Il croyait avoir gagné, avoir complètement soumis cette femme gênante. Mais il ne vit pas.
À l'instant même où la porte du bureau se referma complètement et que sa silhouette se fondit dans l'obscurité du couloir, au plus profond de ses yeux vides de chagrin, une flamme vengeresse d'un bleu profond, capable de tout incinérer, brilla comme un éclair. Elle n'était pas une mère noyée dans la douleur. Elle était un redoutable cobra royal qui avait revêtu la peau de sa proie pour commencer la chasse. La porte de l'enfer venait à peine de s'entr'ouvrir. La nouvelle vie d'Isabelle commença au milieu de la poussière de l'entrepôt logistique. Grâce à la sollicitude particulière du colonel Gérard Beaumont, elle, une commandante, devait accomplir des tâches manuelles monotones, jour après jour. De porter des caisses de munitions rouillées à inventorier des listes de fournitures militaires empilées comme des montagnes, ses mains devinrent rapidement rugueuses. Son uniforme était toujours couvert de poussière et de graisse. Les gens de l'unité soit la plaignaient, soit ricanaient dans son dos. Ils attendaient le jour où elle s'effondrerait de chagrin ou ne supporterait plus l'humiliation. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils voyaient n'était pas la vraie Isabelle Rochefort. Le jour, elle travaillait sans relâche, comme une âme en peine. Mais quand la nuit tombait, ses yeux retrouvaient le regard de la déesse de la vengeance. Dans un coin désert de l'entrepôt, elle commença à fouiller frénétiquement les dernières traces laissées par sa fille, Marie. Devant son casier personnel, le dernier livre que la jeune fille avait lu et même son journal d'entraînement. Comme une détective armée d'une loupe, elle s'efforçait de ne manquer aucun indice caché à l'intérieur. Le journal d'entraînement de Marie correspondait parfaitement au contenu du rapport officiel. Des séances d'entraînement de haute intensité répétées chaque jour et un sentiment de pression subtile qui s'y glissait. Mais aucune ligne ne montrait de signe de suicide. Au contraire, la dernière page portait une phrase pleine d'espoir. « Maman, attends encore un peu, je crois que j'ai trouvé ce que je dois absolument faire ici. Ce que je dois faire. » Isabelle murmura cette phrase un nombre incalculable de fois. Maintenant, elle était certaine que sa fille ne se serait jamais suicidée. La jeune fille avait découvert quelque chose, un secret répugnant de cette unité et avait été éliminée pour cela. Elle commença à étendre son enquête hors de l'entrepôt. Elle utilisa le parfait paravent d'une mère éplorée pour approcher les soldats avec précaution. À la cantine, sur les lieux de travail, chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle engageait la conversation avec les soldats qui avaient côtoyé Marie. « Les garçons, ma petite Marie, est-ce qu'elle a eu des difficultés à la fin ? Avec moi, elle disait toujours que tout allait bien. » Sa voix était pleine de chagrin, comme si elle était sur le point de pleurer. Ses yeux étaient réellement embués de larmes. C'était une performance parfaite, mais en même temps, une douleur sincère et incontrôlable. Mais la réaction des soldats fut très froide. Non, pas froide, mais terrifiée. Dès que le nom de Marie fut mentionné, ils l'évitèrent immédiatement comme s'il avait vu un fantôme. « Désolé, mon commandant, je ne sais pas. » À ce moment-là, je travaillais dans un autre secteur. « S'il vous plaît, ne demandez plus. » Un immense mur de silence entourait toute cette unité. Ce mur était plus haut et plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours passèrent, l'enquête n'avançait pas d'un pouce. Isabelle semblait sombrer de plus en plus dans le désespoir. Son jeu d'actrice n'était plus un jeu. Une obscurité épaisse comme de l'encre, comme si tout espoir avait vraiment disparu, l'enveloppait. Puis un jour, le tournant arriva. Ce jour-là, Isabelle fut de nouveau affectée au nettoyage des vieux caniveaux derrière la caserne avec d'autres soldats. C'était le travail le plus pénible et le plus sale, consistant à pelleter de la boue visqueuse et à porter de lourds sacs de ciment. Juste à côté d'elle, un jeune soldat de 2e classe, au visage encore poupin, qui devait avoir à peine plus de 20 ans, peinait à pelleter la terre. Il jetait de temps en temps un regard plein de compassion vers Isabelle. Il était celui qui partageait la chambre de Marie.
Pendant la courte pause du milieu de la matinée, alors que tout le monde était épuisé et étendu, ce jeune soldat s'approcha timidement d'Isabelle. Il regarda autour de lui puis se pencha vers elle, demandant d'une voix très basse pour que personne n'entende. « Mon commandant, est-ce que ça va ?» Isabelle essuya sa sueur, hochant faiblement la tête. Ses yeux restaient vides. En voyant cela, la compassion et un sentiment de culpabilité s'éveillèrent chez le jeune soldat. Il hésita un instant, puis franchit finalement la ligne à ne pas franchir. Ce ne fut qu'une phrase lâchée pour la réconforter, ou peut-être pour soulager son propre sentiment de culpabilité. Le sous-lieutenant Leclerc n'est pas morte pendant l'entraînement. À cet instant, le cœur d'Isabelle sembla s'arrêter. Dans ses yeux vides, une lueur très faible mais distincte jaillit. Elle releva lentement la tête et regarda droit dans les yeux du jeune soldat. Fixé par son regard, il réalisa ce qu'il venait de dire et son visage devint livide. « Non, ce n'est pas ça. J'ai dit n'importe quoi. » Il voulut se rétracter, mais il était trop tard. Isabelle attrapa son bras, sa main était maigre, mais sa poigne était ferme. « Parle, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix n'était plus noyée dans le chagrin, elle contenait une force froide et irrésistible. Le jeune soldat, dominé par son aura, commença involontairement à avouer la vérité. Cette nuit-là, le sous-lieutenant a dit qu'elle partait pour un entraînement de navigation nocturne, mais après la fin de l'entraînement, elle n'est pas revenue. À l'aube, quand tout le monde dormait profondément, je l'ai vue de mes propres yeux. J'ai vu le colonel l'emmener personnellement quelque part, sa voix tremblait de peur. Le lendemain matin, l'annonce officielle a été faite. Le sous-lieutenant était décédé d'une chute accidentelle pendant l'entraînement. Et personne, absolument personne n'a osé parler de cette nuit-là, parce que si on parlait, vous savez ce qui arriverait. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Le brouillard qui enveloppait l'esprit d'Isabelle se dissipa en un instant. Elle lâcha prise sur l'espoir, le dernier espoir illusoire auquel elle s'était accrochée, que ce n'était peut-être qu'un accident. Ce n'était pas un accident. C'était clairement un meurtre, et le coupable était le roi de cette unité. Le colonel Gérard Beaumont. Isabelle lâcha le bras du jeune soldat. Elle ne dit rien, elle regarda simplement par-delà le terrain de manœuvre poussiéreux en direction du bâtiment où se trouvait le bureau du chef de corps. Dans ses yeux, il n'y avait plus de tristesse. Il n'y restait que la haine jusqu'à l'os d'une mère qui a perdu son enfant et la flamme bleue de la déesse de la vengeance qui brûlait ardemment, prête à rendre la justice de ses propres mains. L'enquête officielle ne faisait que commencer, et au bout de cette enquête, il n'y avait qu'une seule issue possible, un tribunal sanglant. Dès que la première pièce de la vérité fut révélée, les actions d'Isabelle Rochefort devinrent beaucoup plus audacieuses et déterminées. Elle ne se cachait plus seulement dans le rôle d'une mère éplorée. Elle commença à jouer un nouveau rôle, celui d'un proche qui commence à douter de la mort de sa fille. Elle était toujours plongée dans le chagrin, mais à cette douleur se mêlaient des soupçons acérés et des questions insistantes. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle approchait d'autres officiers pour s'enquérir de la dernière séance d'entraînement de sa fille. J'ai entendu dire que ma petite Marie avait fait une chute accidentelle pendant un entraînement de navigation nocturne. Est-ce que quelqu'un sait qui était l'officier responsable de l'entraînement ce jour-là? Je voudrais juste rencontrer la personne qui l'a vue pour la dernière fois pour en savoir un peu plus. Sa question était tout à fait normale et légitime pour un proche, mais dans cette unité où le nom de Marie était devenu un tabou, son action était comme jeter une pierre dans un lac tranquille. Les officiers, paniqués, esquivèrent rapidement sa question. Leur attitude ne fit que la conforter dans ses soupçons. Ce changement subtil chez elle n'échappa pas au colonel Gérard Beaumont. Au début, il la considérait comme une mouche agaçante, pensant que le temps la fatiguerait et la ferait abandonner. Mais sa persévérance dépassa ses prévisions.
Ces hommes de main lui rapportaient constamment que le commandant Isabelle Rochefort se renseignait partout sur les causes de la mort du sous-lieutenant Marie Leclerc. Gérard Beaumont commença à se sentir mal à l'aise. La première fissure était apparue dans son crime parfait. Il ne pensait pas qu'elle avait déjà des preuves concrètes, mais un mauvais pressentiment lui disait que s'il la laissait faire, un jour, les choses deviendraient incontrôlables. Il décida qu'il devait montrer à cette chienne emmerdeuse qui était le roi ici, et quel était le prix à payer pour l'avoir mis en colère. Il planifia une exécution publique, cruelle et humiliante pour briser sa volonté et la forcer à quitter les lieux d'elle-même. Ce matin-là, sur le terrain de manœuvre où toute l'unité était rassemblée, Gérard Beaumont cria pour que tout le monde entende. Dernièrement, la discipline de notre unité a montré des signes de relâchement, en particulier le moral de certains cadres qui est complètement pourri. Tiens, son regard se tourna vers Isabelle Rochefort, qui se tenait au bout du rang des officiers. À partir d'aujourd'hui, tous les cadres devront donner l'exemple en participant aux travaux de nettoyage de l'unité, en commençant par les endroits les plus difficiles et les plus sales. Compris? Sur son ordre, les officiers prirent à contre-cœur pelle les pioches et se dispersèrent, et Gérard Beaumont confia à Isabelle la tâche la plus humiliante. Commandant Isabelle Rochefort, vous êtes chargé de nettoyer entièrement la zone des latrines des soldats. Là, bas, vous devrez les récurer jusqu'à ce qu'elles brillent au point que je puisse m'y voir comme dans un miroir. C'est une attention particulière de ma part, visant à redresser votre esprit affaibli. Compris? La zone des latrines extérieures, avec des dizaines de cabinets utilisés par les soldats, l'endroit le plus sale et le plus redouté de l'unité, rempli d'immondices et d'une odeur nauséabonde. Confié à un officier du grade de commandant, qui plus est une femme officier, le nettoyage de cet endroit était une humiliation inimaginable. Tous les soldats et les cadres retinrent leur souffle, attendant de voir sa réaction, mais cette fois encore, Isabelle ne protesta pas, elle baissa simplement la tête en silence. À vos ordres. Elle prit le matériel de nettoyage et se dirigea silencieusement vers les latrines. En voyant cette silhouette pleine d'humiliation, un sourire satisfait apparut sur les lèvres de Gérard Beaumont. Il pensa que son amour-propre était complètement brisé. Isabelle s'accroupit et commença à récurer à main nue les cuvettes souillées de vomi et d'excréments. L'odeur pestilentielle lui montait au nez, mais l'expression de son visage ne changea pas. Elle ne récurait pas des toilettes, elle utilisait sa raison froide pour laver la haine qui bouillonnait dans son esprit. Continue comme ça, Gérard Beaumont. Plus tu me pousses au fond de la boue, plus vite et plus misérablement tu t'effondreras. À partir de ce jour, le harcèlement moral de Gérard Beaumont empira. Chaque jour, il lui choisissait les tâches les plus difficiles et les plus humiliantes. Les jours de pluie torrentielle, il l'obligeait délibérément à déboucher les égouts. Les jours de soleil de plomb, il lui faisait arracher les mauvaises herbes sur le terrain de manœuvre. Le pire fut le jour du déchargement des provisions. Des tonnes de sacs de riz et de caisses de nourriture étaient déchargées des camions. Ce travail nécessitait normalement plusieurs soldats robustes, mais Gérard Beaumont ordonna à Isabelle de s'en occuper seule. « Commandant, vous êtes l'officier logisticien. Donc la gestion des provisions est votre responsabilité. Déplacez toute cette marchandise dans l'entrepôt aujourd'hui même. Ne rêvez même pas de vous reposer ou de demander de l'aide. C'est un ordre. C'était un ordre impossible. La constitution fragile d'Isabelle ne pouvait supporter un tel poids, mais cette fois encore, elle ne dit pas un mot, se dirigeant silencieusement vers les sacs de riz. Elle enlaça un sac de riz presque aussi grand qu'elle, utilisant toutes ses forces pour le soulever. Un grognement de douleur s'échappa de sa bouche, ses jambes tremblaient, chaque articulation de son corps semblait crier, mais elle n'abandonna pas. Elle se traîna presque, pas à pas, vers l'entrepôt. La sueur coulait à flots, trempant son uniforme, son souffle était court et lui montait à la gorge. De loin,
Gérard Beaumont observait la scène avec délectation depuis la fenêtre de son bureau. Il était certain qu'elle finirait par s'agenouiller, pleurer et implorer son pardon. Mais Isabelle ne s'effondra pas. Elle tomba, puis tomba encore, mais serra les dents et se releva. Ses yeux perdaient peu à peu leur focus, mais la flamme à l'intérieur ne s'éteignait pas. Elle pensait à sa fille, Marie. Sa petite avait dû endurer cette douleur, ou même pire, dans cet enfer même. Marie, maman n'abandonnera jamais. Sa force mentale extraordinaire commença à toucher le cœur des soldats qui assistaient à la scène. Au début, ils ricanaient et détournaient le regard, mais peu à peu, leurs regards commencèrent à changer. Cette femme est si tenace. Ce n'est pas simplement une mère en deuil. Il y a quelque chose d'autre en elle. Un respect et un sentiment de compassion naissant commencèrent à germer. Finalement, n'en pouvant plus, quelques jeunes soldats s'apprêtèrent instinctivement à courir l'aider. Mais à ce moment-là, le bras droit de Gérard Beaumont, l'adjudant-chef responsable, apparut et les arrêta. « Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas entendu l'ordre du colonel? Retournez tous à vos postes. » Les soldats ne purent que serrer les poings de frustration et faire demi-tour. Ce soir-là, Isabelle gisait seule sur le sol de l'entrepôt, son corps complètement épuisé. Son corps était lourd comme 1000 kilos, mais son esprit était plus vif et plus aiguisé que jamais. Le harcèlement de Gérard Beaumont avait échoué à briser sa volonté. Bien au contraire, sa cruauté n'avait fait qu'attiser la flamme de sa vengeance et lui avait involontairement créé des alliés inattendus. Dans l'ombre, la situation était en train de s'inverser lentement, et le tyran ne se doutait de rien de ce qui se passait sous ses pieds. La patience de Gérard Beaumont finit par s'épuiser. Malgré toutes les humiliations et les tortures physiques, Isabelle Rochefort ne s'effondrait pas. On la croyait brisée, mais le lendemain, elle se relevait comme si de rien n'était. On la croyait soumise, mais au fond de ses yeux vides se cachait toujours quelque chose d'incassable. Cette résistance silencieuse le rendait fou. Il commença à sentir vaguement qu'elle n'était pas venue ici uniquement par chagrin, mais avec un autre objectif. Il décida qu'il ne pouvait plus la laisser tranquille. Il était déterminé à écraser complètement sa dignité humaine, de la manière la plus publique et la plus cruelle, devant tous les soldats, pour qu'elle n'ose plus jamais le défier, pour graver une marque indélébile dans son âme. Cet après-midi-là, tout le bataillon fut rassemblé sur le terrain de manœuvre. Un ordre de rassemblement d'urgence inattendu retentit. Tous les soldats et les cadres en entraînement se précipitèrent sur le terrain. Devant eux se tenait le colonel Gérard Beaumont, dégageant une aura meurtrière encore plus effrayante que d'habitude. Dans sa main, il tenait une paire de vieux ciseaux rouillés, dont on ne savait à quoi ils servaient. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple clair de ce qu'est la discipline militaire. Il traversa le terrain, se dirigeant droit vers Isabelle Rochefort, qui se tenait au bout du rang des officiers. Un murmure d'inquiétude se propagea parmi les soldats. Gérard Beaumont s'arrêta brusquement devant elle. Il regarda ses longs cheveux, négligés par le chagrin, avec un regard plein de mépris. « Commandant Rochefort », sa voix était pleine de moquerie. « Vous ne vous regardez pas dans un miroir? C'est quoi cette coiffure? Même si vous avez perdu la tête à cause de la perte de votre enfant, un officier en uniforme avec les cheveux en désordre comme une folle du marché, c'est une violation grave du règlement sur la tenue et la discipline militaire. C'était une raison totalement absurde, mais dans ce royaume, sa parole était loi. Aujourd'hui, je vais personnellement redresser votre morale pourrie. Qui est là? Il fit un signe. Deux gardes de chaque côté se précipitèrent immédiatement, attrapant fermement les bras d'Isabelle, avant qu'elle ne puisse réagir. « Qu'est-ce que vous faites ?» Pour la première fois, Isabelle cria d'une voix paniquée, mais sa résistance fut vaine face à deux hommes robustes. « Restez tranquille, je vous coupe juste les cheveux. Pourquoi faire tout ce bruit ?»
Gérard Beaumont sourit comme un démon, approchant les ciseaux rouillés de ses cheveux. Crac! Un son sinistre retentit, ses longs cheveux furent coupés brutalement, tombant impuissants sur le sol. Il ne les coupait pas proprement comme un coiffeur, mais de manière aléatoire et inégale, comme s'il tondait un animal. En un instant, ses cheveux devinrent hirsutes et hideux, comme s'il avait été rongé par des rats. « Ah ah, regardez, maintenant vous avez l'air d'un vrai soldat. » Il lui jeta la mèche de cheveux qu'il venait de couper au visage, puis rit avec satisfaction. Isabelle se mordit la lèvre, ses épaules tremblaient d'humiliation, mais le spectacle cruel de Gérard Beaumont ne s'arrêta pas là, ce n'était que le début. « Attendez, le meilleur reste à venir. » Il fit signe à l'un de ses subordonnés. Un instant plus tard, celui-ci revint en courant avec une grande bassine en acier inoxydable, apparemment prise à la cuisine. À l'intérieur, du riz blanc était mélangé à toutes sortes de restes de nourriture, de soupe de la veille, de têtes de poisson et même de mégots de cigarettes. Quiconque regardait savait que ce n'était pas pour les humains, c'était pire que de la pâtée pour porc. Gérard Beaumont prit la bassine et s'approcha d'Isabelle. Il renversa tout ce tas d'ordures à ses pieds. Splatch, une odeur nauséabonde se répandit sur tout le terrain. « Votre fille, le sous-lieutenant Leclerc. » Il parla d'une voix pleine de haine, mentionnant le nom de sa fille décédée. « Au début, elle était aussi têtue que vous, mais il a suffi de l'affamer quelques jours pour qu'elle finisse par s'agenouiller à mes pieds comme une chienne, mangeant avec appétit les restes que je lui jetais. C'était un mensonge éhonté, mais personne là-bas ne le savait. Ils frissonnèrent seulement devant sa cruauté à insulter même les morts. Il pointa le tas de restes sur le sol avec le bout de sa botte militaire, rugissant comme un démon de l'enfer. Même votre fille n'a pas supporté cet endroit. Vous pensez être meilleur qu'elle? Y mange comme votre fille l'a fait. Agenouillez-vous comme une chienne et léchez-moi tout ça. Son ordre insensé figea tout le terrain. Ce n'était plus un acte de discipline, c'était un acte de pure méchanceté, visant à détruire l'âme d'un être humain. Qu'est-ce que vous regardez? Applaudissez. Sur son ordre, les officiers du premier rang applaudirent à contre-cœur, sans âme. Clap, 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 les applaudissements résonnèrent lugubrement comme un chant funèbre. Tous les regards se tournèrent vers Isabelle Rochefort, tenue fermement par les deux gardes. Quel serait son choix? Accepter cette humiliation et s'agenouiller comme une chienne, ou résister jusqu'au bout pour subir une douleur encore plus grande? Mais sa réaction dépassa les attentes de tout le monde. Elle ne résista pas, ni ne s'agenouilla. Elle resta simplement immobile. Ses yeux ne regardaient plus le sol. Elle releva la tête et regarda droit dans les yeux de Gérard Beaumont qui l'humiliait, puis ceux qui applaudissaient en complices, et enfin les centaines de soldats qui se taisaient de peur. Elle regarda très lentement, gravant chaque personne dans sa mémoire. Ses yeux ne contenaient aucune émotion, ni chagrin, ni colère, ni humiliation. Ses yeux étaient calmes, froids et impassibles, comme l'objectif de la caméra d'un dieu enregistrant tout sur terre. Elle gravait dans son âme le visage des témoins du jour du jugement et la liste des pécheurs qu'elle devrait punir de ses propres mains. Face à son silence étrange et à son regard impassible, Gérard Beaumont sentit un frisson le parcourir. Il pensait avoir complètement gagné, mais pour une raison inconnue, il ne se sentait pas exalté. Au contraire, un sentiment de malaise, désagréable, comme s'il avait réveillé quelque chose de gigantesque et de terrifiant, pesait sur son cœur. Mais il tenta de chasser ce malaise. Il était convaincu de sa victoire. Cette femme était finie. L'exécution publique la plus horrible s'acheva ainsi. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le prélude le plus grandiose d'une grande pièce de vengeance. Cette humiliation publique, au lieu de détruire l'âme d'Isabelle Rochefort, créa une onde de choc souterraine dans l'unité. Elle eut un résultat totalement opposé aux intentions de Gérard Beaumont.
quand sa cruauté dépassa les limites dans le cœur des soldats opprimés, au lieu de la peur, de nouvelles émotions comme la colère et la compassion commencèrent à germer. L'hésitation parmi les jeunes officiers devint encore plus évidente. Ils avaient assisté, impuissants, au traitement de leurs supérieurs et aînés, pire que celui réservé à un animal. Leur amour-propre et leur honneur de soldats avaient été bafoués. Parmi eux se trouvait le capitaine Julien Lambert, l'officier des opérations de l'unité. C'était un jeune officier plein d'enthousiasme et de droiture, fraîchement diplômé de l'école des officiers, avec le rêve de devenir un grand chef. Dès son premier jour de service, il avait été dégoûté par le commandement inhumain de Gérard Beaumont. Mais impuissant face à une force si écrasante, il ne pouvait que subir au jour le jour. Mais après le jour horrible que le commandant Rochefort avait enduré, quelque chose en lui s'était brisé. Il ne pouvait plus se taire. Le silence était complicité, un acte de lâcheté et d'auto-illusion. Il devait faire quelque chose. Trouver quelque chose de décisif qui pourrait renverser ce démon de Gérard Beaumont. Il était convaincu qu'il y avait un secret derrière la mort du sous-lieutenant Marie Leclerc, et la clé de ce secret se trouvait certainement entre les mains du colonel Gérard Beaumont. Il décida de se lancer dans un pari dangereux, au péril de sa vie. Quelques jours plus tard, profitant du départ de toute l'unité pour un entraînement nocturne, le capitaine Julien Lambert se glissa comme une ombre dans le bâtiment de commandement. Son cœur battait la chamade, mais son regard était plus déterminé que jamais. Il utilisa une clé qu'il avait fabriquée lui-même pour ouvrir prudemment la porte du bureau du chef de corps. La pièce était plongée dans une obscurité d'encre. Il ne s'éclairait qu'à la faible lueur d'une petite lampe de poche et commença à fouiller les traces de Gérard Beaumont et les tiroirs du bureau, l'armoire à dossier, le coffre-fort. Mais rien de spécial ne fut trouvé. Les preuves de ses crimes semblaient trop bien cachées ou totalement inexistantes. Le temps passait, l'anxiété pesait sur lui. Juste au moment où il s'apprêtait à abandonner et à repartir, son regard s'arrêta sur la luxueuse boîte à cigares posée sur le bureau. Des cigares cubains de première qualité, symbole de l'avidité de celui qui saignait ses soldats pour vivre dans le luxe. Julien Lambert ouvrit machinalement la boîte à cigares. À l'intérieur, des cigares dégageant un arôme riche étaient soigneusement alignés, mais quelque chose clochait. La position de quelques cigares était légèrement différente des autres, comme s'ils avaient été placés intentionnellement pour cacher quelque chose. Il retira délicatement quelques cigares et découvrit ce qui était caché en dessous. C'était un petit bracelet en argent scintillant. Un bracelet fin, clairement celui d'une femme. Et sur le petit médaillon au milieu du bracelet, un nom était gravé de manière très claire. Marie. Julien Lambert retint son souffle. La chair de poule parcourut son corps. C'était un objet personnel de la défunte sous-lieutenant Marie Leclerc. Pourquoi son objet personnel était-il caché dans la boîte à cigares secrète de Gérard Beaumont? Ce n'était pas juste un objet, c'était une arme encore fumante, la preuve irréfutable que Gérard Beaumont était directement impliqué dans sa mort. Il serra le bracelet en tremblant. Que faire avec? Le signaler directement à l'inspection générale du corps d'armée? Mais son adversaire était un colonel. Avec une seule preuve, il risquait même d'être poursuivi en retour pour diffamation. Une image lui vint à l'esprit. Celle de la femme qui, même face à un tas de restes sur le sol, même les cheveux coupés dans l'humiliation, n'avait jamais montré un regard soumis. Le commandant Isabelle Rochefort, il décida que le véritable propriétaire de cette preuve était elle. Le lendemain, Isabelle, comme à son habitude, inventoriait des listes de fournitures poussiéreuses dans le coin le plus miteux de l'entrepôt. À ce moment-là, la porte de l'entrepôt s'entr'ouvrit prudemment et le capitaine Julien Lambert entra.
Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis referma rapidement la porte. Son visage était un mélange de tension et de détermination. « Mon commandant, capitaine, que se passe-t-il » demanda Isabelle, feignant l'indifférence sans quitter des yeux son dossier. Julien Lambert n'hésita plus. Il sortit de sa poche un petit mouchoir et le posa sur son bureau. C'est alors qu'Isabelle quitta ses documents du regard pour le regarder. Elle ouvrit silencieusement le mouchoir. Au moment où elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son monde s'arrêta une nouvelle fois. Le bracelet en argent, le cadeau qu'elle avait elle-même attaché au poignet de sa fille le jour de sa remise de diplôme. Le bracelet avec le nom de sa petite gravé, unique au monde, le dernier souvenir de sa fille, était tout pour elle. Pour la première fois, la main d'Isabelle trembla violemment. Elle ramassa délicatement le bracelet, comme si elle tenait une relique sacrée. La froideur du métal sembla lui transpercer le cœur. Dans ses yeux vides, quelque chose de chaud jaillit pour la première fois depuis longtemps. C'était la fureur et une haine jusqu'à l'os qui dépassait même la douleur. « Où l'as-tu trouvé » Sa voix était grave et rauque, comme si elle venait des profondeurs de la terre. « Je l'ai trouvé dans la boîte à cigares du bureau du colonel. » La réponse de Julien Lambert mit fin à ses derniers doutes. Maintenant, tout était clair. Gérard Beaumont n'était pas seulement complice d'un meurtre ou dissimulateur d'un accident. Il était l'assassin qui avait tué sa fille de ses propres mains. Et il avait caché le bracelet de sa petite comme un trophée dans son espace secret. Isabelle resta silencieuse un long moment, tenant le bracelet, le regard fixé dans le vide. Dans ses yeux, ce n'étaient pas des larmes, mais comme des gouttes de feu brûlant qui tombaient, Julien Lambert retint son souffle, attendant sa prochaine action. Il pensait qu'elle hurlerait de rage ou se précipiterait immédiatement au bureau du chef de corps. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle enveloppa très doucement le bracelet dans le mouchoir avec sa main tremblante, puis le plaça dans la poche intérieure de son uniforme, la plus proche de son cœur. La flamme brûlante dans ses yeux s'était, on ne sait quand, transformée en un fleuve de glace silencieux et immobile. Elle leva la tête pour regarder le jeune officier qui avait risqué sa vie pour lui apporter cette preuve. Un sourire très léger mais distinct apparut sur ses lèvres. Sa voix retrouva son ton impassible habituel. « Ton travail est terminé. À partir de maintenant, ne vois rien, n'entends rien, ne dis rien. C'est un ordre. » Elle raccompagna le capitaine Julien Lambert. Seule dans l'entrepôt, Isabelle sentit la chaleur du bracelet près de son cœur et ferma les yeux. Toutes les pièces étaient en place. La dernière pièce qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle n'avait plus besoin d'attendre. Il était temps de lever le rideau sur la scène finale, où Gérard Beaumont entrerait de lui-même sur le chemin de sa propre destruction. « Marie, maman vient bientôt te chercher. » Dans son esprit, la déesse de la vengeance avait enfin dégainé son épée. La porte de l'enfer était grande ouverte. Le silence d'Isabelle Rochefort n'apporta pas à Gérard Beaumont un sentiment de victoire, mais un malaise inquiet, comme si un cobra royal était enroulé, prêt à frapper. Son regard, ce regard vide et impassible, qui n'avait pas changé même dans l'humiliation suprême d'avoir les cheveux coupés et d'être forcé de manger des restes, le hantait. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui a abandonné. Il y avait quelque chose d'autre. Son malaise se concrétisa quelques jours plus tard. Son homme de main le plus fiable, l'adjudant-chef responsable, entra en courant dans le bureau du chef de corps, le visage blême. « Mon colonel, il y a un gros problème. Ne panique pas, parle clairement. C'est le commandant Isabelle Rochefort. Je l'ai vu rencontrer secrètement le capitaine Julien Lambert dans l'entrepôt. Après que le capitaine lui ait donné quelque chose, le visage du commandant était celui d'un démon. Le capitaine Julien Lambert, en secret. » Une sonnette d'alarme retentit dans la tête de Gérard Beaumont. Il fit immédiatement surveiller Julien Lambert. Et cette nuit-là, il découvrit une vérité terrifiante.
Julien Lambert s'était introduit dans son bureau. Il avait pris quelque chose. Il ne savait pas quoi. Mais son instinct lui disait que c'était quelque chose de fatal pour lui. Et la vérité était que cet objet était maintenant entre les mains d'Isabelle Rochefort. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il décida cette fois d'en finir définitivement avec ce serpent venimeux. Plus de procédure officielle, ni de piège subtil. Dans son royaume, il la traiterait à la manière d'un roi, de la manière la plus primitive et la plus sûre. Cette nuit-là, Isabelle était dans sa chambre, caressant le bracelet de sa fille et réorganisant ses plans. Soudain, la porte de la chambre fut défoncée et des ombres noires firent irruption. C'étaient les chiens de chasse de Gérard Beaumont, y compris l'adjudant-chef et ses hommes de main les plus fidèles. « Qu'est-ce que vous faites » cria Isabelle, tentant de résister, mais il était trop tard. Une main brutale lui bâillonna la bouche et un autre la frappa violemment à la nuque avec un objet dur. Crac. Après un léger gémissement, sa conscience sombra dans les ténèbres. Quand elle se réveilla, ce qui l'accueillit fut une forte odeur de terre et la sensation de cordes rugueuses serrant son corps. Elle était ligotée pieds et poings, jetée dans un trou froid et humide. Le trou était juste assez grand pour qu'un adulte puisse s'y allonger, creusé à l'avance comme un cercueil. En levant la tête, elle vit dans l'obscurité quelques silhouettes la regardant d'en haut, et au centre, le colonel Gérard Beaumont arborant un sourire sinistre de démon. Dans sa main, il tenait une pelle couverte de terre. Réveillé, commandant, sa voix débordait de la suffisance de celui qui a mis fin à tout. Isabelle ne dit rien, le foudroyant simplement du regard. Dans ses yeux, il n'y avait plus de douleur ni de comédie, seulement une haine et un mépris glacial. Je n'aime pas ce regard. Ta fille, avant de mourir, me regardait exactement de la même manière. Il claqua la langue, s'approcha du bord du trou et s'accroupit à côté d'elle. Il ne prêta aucune attention à ses sbires autour, comme s'il lui accordait une dernière pitié. Il lui murmura la vérité à l'oreille. « Tu finiras exactement comme ta fille. » Sa voix était sournoise et mystérieuse, comme le murmure d'un serpent venimeux. « Tu sais ce que ta fille a découvert, mon petit commerce secret, le surplus militaire vendu au consortium industriel du Nord. » C'était une petite très intelligente, mais trop intelligente, ça devient une maladie. Alors j'ai dû fermer moi-même sa petite bouche bavarde. De mes propres mains, j'ai serré ce cou fragile, puis j'ai jeté son corps juste à côté. C'était une confession parfaite. Il croyait qu'Isabelle avait tout perdu et était sur le point de mourir. Alors, il ne se méfia pas et avoua tous ses crimes. Il voulait voir son visage se tordre de désespoir et de peur. Personne ne viendra te sauver. Tu pourriras ici en silence, comme une chienne errante, tout comme ta fille. Ne t'inquiète pas, personne ne trouvera ton corps. Il prononça sa dernière phrase puis se releva. Il fit un signe de tête à ses sbires. Commencez. Dès que l'ordre fut donné, ces chiens de chasse prirent tous une pelle. Ils commencèrent à jeter des pelletées de terre froide et humide. Crac, la première pelletée tomba sur les pieds d'Isabelle. La sensation glaciale de la terre, comme le fantôme de la mort, enveloppa son corps. Schlac, schlac, les coups de pelle ne cessaient pas. La terre recouvrit rapidement ses chevilles, puis ses mollets. Le poids de la terre commença à peser sur le bas de son corps. Elle essaya de se débattre, mais les cordes serrées l'empêchaient de bouger. « Ah, bien fait, reste là et sois heureuse pour toujours avec ta fille. » Le rire dément de Gérard Beaumont résonna dans la forêt sombre. La terre continuait de s'accumuler. Maintenant, elle atteignait ses cuisses, puis sa taille. La sensation dans le bas de son corps s'engourdit progressivement et la pression de la terre semblait écraser ses organes internes. Elle leva la tête vers le ciel. À travers les feuilles, elle ne vit qu'un ciel nocturne noir comme de l'encre, sans une seule étoile. Le désespoir parfait.
N'importe qui dans cette situation perdrait la raison, crierait pour implorer la pitié, ou abandonnerait tout et fermerait les yeux, mais Isabelle ne fit rien de tel. Ses yeux ne cillèrent pas, fixés sur le visage souriant de Gérard Beaumont. Sa respiration était un peu rapide, mais son regard ne vacilla pas. La terre atteignit finalement sa poitrine. Ses poumons étaient comprimés, rendant la respiration de plus en plus difficile. Huff! Un halètement forcé s'échappa de sa bouche. Gérard Beaumont, voyant sa souffrance, afficha un sourire plein de plaisir. Il prit lui-même une pelle, en remplit une grande pelletée, puis la jeta violemment vers son visage. La terre recouvrit ses épaules et son cou. Maintenant, seule sa tête dépassait du tas de terre. La terre glaciale avait atteint son menton, l'espace pour respirer se réduisait. Sa vision se brouilla, sa conscience commença à s'estomper. Le fantôme de la mort avait enfin atteint son menton. Le moment du désespoir parfait et absolu. À cet instant précis, alors que tout semblait terminé, que la mort paraissait être une réalité inéluctable, le poids de la terre avait atteint le cou d'Isabelle Rochefort, et les dernières bouffées d'air dans ses poumons se désagrégeaient comme de la poussière. Sa conscience s'estompait, ses mains étaient engourdies. Devant ses yeux, l'image de sa fille bien-aimée, Marie, apparut, floue. Maman. Gérard Beaumont était convaincu de sa victoire. Il s'apprêtait à jeter la dernière pelletée de terre pour enterrer à jamais le visage de cette femme détestable sous terre. Il afficha un sourire triomphant, levant haut sa pelle. Au moment même où tout semblait fini, dans l'obscurité, un très petit son mécanique, mais étrangement clair, retentit. Le son provenait de la poitrine d'Isabelle Rochefort, la femme enterrée sous le tas de terre, du fond de la poche de son uniforme. Personne ne put identifier ce son, mais il ressembla à un coup de pistolet de départ, signalant le début d'une grande pièce de théâtre. Crac! Au moment où Gérard Beaumont prenait de la terre pour sa dernière pelletée, derrière lui et tout autour de lui, ses chiens de chasse, ceux qui jusqu'à présent pelletaient silencieusement, s'arrêtèrent tous en même temps. Leur action fut si soudaine et parfaitement synchronisée, comme s'ils avaient reçu un ordre d'un commandant invisible. Gérard Beaumont sentit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que vous foutez, bande de salauds? Encore une pelletée, et c'est fini. Ne traînez pas. » Il se retourna pour crier avec colère. Mais à cet instant, une scène incroyable frappa ses yeux. Ses chiens de chasse se retournaient vers lui, et dans leurs mains, il n'y avait plus de pelle. À la place, il y avait des pistolets mitrailleurs noirs et froids, équipés de silencieux. Des dizaines de canons, sans la moindre déviation, visaient droit au cœur du colonel Gérard Beaumont. « Qu'est-ce que vous faites ?» Le cerveau de Gérard Beaumont cessa de fonctionner. Il ne pouvait pas comprendre la situation. Pourquoi ses subordonnés absolument loyaux pointaient-ils leurs armes sur lui? Mais ce qui le terrifia encore plus, c'était leurs visages. Ce n'étaient plus les visages de soldats stupides, lâches, empreints de peur et de soumission. Comme si les masques étaient tombés, leur regard était maintenant froid comme la glace, dur comme l'acier. Dans leurs yeux, il ne restait que la froideur impassible caractéristique des machines à tuer entraînées. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'étaient des commandos d'élite, sortis des profondeurs de l'enfer. Et au centre d'eux, un soldat, celui qui avait joué le rôle du pelleteur le plus zélé à côté de l'adjudant-chef, s'avança. Il retira son casque, révélant son visage dans l'obscurité. C'était le capitaine Julien Lambert, l'officier des opérations plein de droiture, qui avait donné le bracelet de sa fille à Isabelle Rochefort quelques jours auparavant. Mais maintenant, sur son visage, il n'y avait plus la moindre trace de tourment ou de droiture, seulement l'expression froide et professionnelle d'un homme qui a accompli sa mission. Il ignora complètement Gérard Beaumont, qui le regardait avec des yeux pleins de stupeur et de colère. Il se tourna simplement vers la fosse, vers sa supérieure toujours enterrée jusqu'au menton, et salua réglementairement avec une posture impeccable. Et de sa bouche,
un rapport choquant révélant la vérité de toute cette grande pièce de théâtre retentit. À vos ordres, sa voix était grave et claire. Rapport, mon général. Ces deux mots furent comme un marteau de forgeron s'abattant sur le cerveau de Gérard Beaumont. Le capitaine Julien Lambert, imperturbable, poursuivit son rapport. La cible, Gérard Beaumont, a avoué les chefs d'accusation de meurtre et de dissimulation de cadavres. À partir de cet instant, le sujet est considéré comme pris en flagrant délit. L'intégralité de sa confession a été parfaitement enregistrée par le dispositif d'enregistrement haute performance placé dans la poche de votre veste. Il marqua une courte pause, puis prononça la dernière phrase. Brigade des forces spéciales, 707 Cobra, opération oraison funèbre, phase 1, terminée. À cet instant, le monde de Gérard Beaumont se brisa en 1000 morceaux. Dans sa tête, tous les souvenirs du mois passé défilèrent comme un film d'horreur. La commandante arrivant en poste, accablée de chagrin. Ses moqueries et ses humiliations arrogantes à son égard, ses questions insistantes et la confession irréversible qu'il avait lui-même prononcée en l'enterrant vivante. Tout n'était qu'un piège. Du début à la fin, il n'avait été qu'un clown dansant sur une scène parfaitement orchestrée. Il pensait être le chasseur, mais en réalité, il n'était qu'un papillon de nuit stupide, se jetant au milieu d'une toile d'araignée géante. Mon général. Une voix rauque comme du fer rouillé s'échappa de sa bouche. Vous, comment avez-vous pu? Son regard fou se tourna vers Isabelle Rochefort dans la fosse. Sous la terre, les yeux d'Isabelle Rochefort n'étaient plus flous. Ses yeux étaient plus brillants et plus froids que jamais. Sur ses lèvres, un sourire cruel et magnifique apparut enfin, le sourire de la déesse de la vengeance. Elle était comme une spectatrice élégante savourant le dernier acte d'une pièce qu'elle attendait depuis si longtemps. Le monde de Gérard Beaumont s'effondrait complètement et définitivement. Une sensation de vertige terrifiant, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, l'envahit. Il cria involontairement. Son cri fut le dernier d'un tyran stupide, assistant à l'effondrement de son royaume. Le hurlement de Gérard Beaumont se perdit vainement dans l'obscurité épaisse. Face à son cri dément, le capitaine Julien Lambert et les commandos du 707 ne oscillèrent pas. Comme des machines, ils commencèrent leur mission suivante, procédant immédiatement au sauvetage du général. Sur l'ordre de Julien Lambert, 2 commandos sautèrent sans hésiter dans la fosse. Ce n'étaient plus de jeunes soldats maladroits, leurs mouvements étaient rapides et précis, sans aucune faille. Ils creusèrent la terre frénétiquement à main nue. Peu de temps après, le corps d'Isabelle Rochefort, enseveli sous le tas de terre, fut complètement dégagé. Ils coupèrent avec leurs poignards les cordes qui la serraient, puis la hissèrent délicatement hors de la fosse. Puis de retour sur la terre ferme, Isabelle Rochefort chancela un instant, mais se redressa rapidement sur ses 2 jambes. Elle épousseta la terre de ses vêtements comme si de rien n'était. Ses cheveux en désordre, son uniforme couvert de terre, ses lèvres ensanglantées. Son apparence était pitoyable, mais l'aura qui émanait d'elle était écrasante et glaciale, comme celle d'une déesse de la guerre ressuscitée des entrailles de la terre. Elle s'avança lentement vers Gérard Beaumont, qui était assis par terre, tout son corps tremblant. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère ni d'arrogance, seulement une peur et une confusion extrême, incapable de comprendre la situation surréaliste qui se déroulait sous ses yeux. Isabelle s'arrêta juste devant lui, comme un metteur en scène expliquant la vérité finale à son acteur stupide, et ouvrit la bouche d'une voix froide et calme. Colonel Gérard Beaumont. Elle ne cachait plus son grade. Tu ne comprends toujours pas la situation? Enfin, avec ton cerveau, c'est un peu difficile à comprendre. Laisse-moi t'expliquer personnellement du début à la fin. Point par point. Sa voix était comme la sentence cruelle du vainqueur au vaincu. Premièrement, ma douleur.
Elle se tapota légèrement la poitrine, la douleur extrême d'une mère ayant perdu son enfant, dont tu t'es moqué du début à la fin. Bien sûr, la mort de ma fille, Marie, a été une douleur qui m'a déchiré le cœur. Mais toutes les larmes, tout le désespoir que le commandant Isabelle Rochefort a montré devant toi, tout n'était que comédie. Un rictus apparut sur ses lèvres. C'était la meilleure arme de guerre psychologique, conçue par moi-même pour tromper les types comme toi, et les types arrogants qui méprisent les femmes faibles. Du début à la fin, tu n'as été qu'un singe stupide dansant dans la paume de ma main. Les yeux de Gérard Beaumont s'écarquillèrent de stupeur. Mensonge, deuxièmement, tes chiens de chasse. Isabelle désigna les commandos qui l'entouraient. Les soldats en qui tu avais le plus confiance, ceux qui sont devenus tes hommes de main et m'ont infligé tant d'humiliations. À tes yeux, ce ne sont que des troufions stupides et dociles, n'est-ce pas? Elle désigna le capitaine Julien Lambert. Cet officier des opérations plein de droiture qui a tenté de percer tes secrets, et ces jeunes recrues faibles et stupides que j'ai provoqués pour susciter la pitié. Ils sont tous les meilleurs commandos du 707, sélectionnés et infiltrés ici par mes soins bien avant. Ces paroles anéantirent les derniers espoirs de Gérard Beaumont. Il n'avait pas été trahi. Dès le début, il était entré de lui-même dans l'antre de l'ennemi. Troisièmement, le bracelet de ta fille. Isabelle sortit de sa poche le bracelet en argent de Marie. Ça a dû te surprendre, non? Tu as pensé que le capitaine Julien Lambert l'avait volé dans ton bureau pour me le donner. Et c'est pour ça que tu as décidé de me tuer. Elle lança le bracelet en l'air et le rattrapa. Mais dommage, ce bracelet n'a jamais été dans ton bureau. Ce n'était qu'un leurre que le capitaine Julien Lambert a délibérément créé, en faisant semblant de s'introduire dans ton bureau pour amplifier tes soupçons et t'acculer, un plan parfait. Gérard Beaumont était maintenant complètement muet. Il réalisa à quel point il avait agi précisément selon son plan. Chacune de ses actions avait été anticipée par elle. Enfin, Isabelle planta le dernier poignard dans son cœur, et pour finir, le but de toute cette pièce. Elle sortit un très petit enregistreur de la poche de sa poitrine. Le voyant rouge d'enregistrement clignotait dans l'obscurité comme un œil de démon. Je savais que tu avais tué ma fille depuis le début, mais je n'avais pas de preuves. Alors, j'ai monté toute cette comédie pour te mettre la pression, te rendre anxieux, t'acculer, et finalement te laisser me tuer de tes propres mains et avouer de ta propre bouche tous tes crimes. Elle appuya sur le bouton de lecture de l'enregistreur. Dans l'obscurité, la voix arrogante et cruelle de Gérard Beaumont lui-même, quelques instants plus tôt, retentit. J'ai dû fermer moi-même sa petite bouche bavarde. De mes propres mains, j'ai serré ce cou fragile, puis j'ai jeté son corps juste à côté. Tout était fini. C'était l'oraison funèbre la plus parfaite et la plus cruelle qu'elle avait préparée pour sa fille. Alors, tu comprends maintenant, Gérard Beaumont. Isabelle s'accroupit devant lui, le regardant droit dans ses yeux vides. Tu pensais avoir gagné, mais en réalité, tu n'as jamais gagné, pas même un instant. Au moment où elle s'apprêtait à se relever, le ciel se mit à gronder. Vroom, vroom, vroom. Déchirant la nuit, des sons énormes s'abattirent sur le sol. En levant la tête, des dizaines d'hélicoptères d'assaut Black Hawk, tels des anges de la mort, avaient complètement envahi le ciel au-dessus de l'unité. Les projecteurs des hélicoptères illuminèrent le terrain de manœuvre comme en plein jour. C'était le signal grandiose, annonçant que l'armée de la déesse de la vengeance était enfin arrivée. Des dizaines de faisceaux lumineux venus du ciel transformèrent l'escadron Scorpion endormi en une scène éclatante. Les soldats, réveillés par le son et la lumière soudain, sortirent en panique de leur baraquement sans comprendre ce qui se passait. Et ils virent le ciel nocturne au-dessus de leur tête couvert par une flotte d'hélicoptères Black Hawk, noirs comme des messagers de l'enfer.
Ce n'était pas une simple démonstration de force. Les hélicoptères se dispersèrent simultanément vers les positions clés de l'unité, abaissant leur altitude. Dès que les portes des hélicoptères s'ouvrirent, des cordes noires tombèrent comme des cascades à aérocordage. Sur un ordre bref, des silhouettes en treillis de combat plus sombres que la nuit descendirent en rappel. Leurs visages étaient couverts de masques noirs, méconnaissables. Sur leur dos, des sacs à dos militaires presque aussi grands qu'eux. Les fusils d'assaut ultramodernes dans leurs mains dégageaient une aura meurtrière glaciale. La brigade des forces spéciales 707 Cobra et les machines de guerre les plus puissantes de France, nées pour combattre, entraînées pour mourir. Ils étaient enfin descendus au cœur de l'escadron Scorpion pour sauver leur reine. Et pour nettoyer ce cloaque, ils se déplaçaient comme des fantômes, sans un bruit. En quelques minutes à peine, ils prirent le contrôle total de toutes les installations de communication, des dépôts d'armes et des bâtiments administratifs importants de l'unité. Les cadres hébétés qui sortaient en courant n'eurent pas le temps de réagir qu'ils sentirent le canon froid d'une arme sur leur nuque, les forçant à s'agenouiller sur place. Toute résistance était vaine, l'adversaire n'était pas de ceux qu'ils pouvaient affronter. Au centre de tout ce chaos, Isabelle Rochefort se tenait toujours devant Gérard Beaumont, qui regardait le ciel d'un air hébété. Elle observait silencieusement son armée avancer, comme une reine passant ses troupes en revue après une victoire. Finalement, le plus grand hélicoptère de commandement atterrit juste devant elle. Un général de brigade au visage balafré, vraisemblablement le commandant en second de l'unité 707, descendit de l'hélicoptère. À peine au sol, il salue Isabelle Rochefort, couverte de poussière, avec une posture impeccable. « Rapport, mon général. Tous les points stratégiques de l'unité sont sous contrôle. » Sa voix retentissante brisa les derniers espoirs de Gérard Beaumont. Isabelle hocha la tête. Elle ne dit rien de plus. Elle glissa lentement la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit la preuve finale de sa véritable identité. Ce n'était pas une carte d'identité en papier. C'était une carte en métal noir faite d'un alliage de titane spécial qui reflétait une lumière froide. Même dans l'obscurité, elle présenta la carte devant Gérard Beaumont, qui tremblait la tête baissée très lentement pour qu'il puisse bien voir. Sur la carte, il n'y avait que 2 lignes gravées. Commandant, Brigade des Forces Spéciales 607, Général de Division, Isabelle Rochefort. Commandant et Général de Division. Ces mots furent comme un fer rouge marqué sur les yeux de Gérard Beaumont. Dans sa tête, toutes les humiliations et les moqueries du mois passé se transformèrent en sa propre condamnation à mort. Maintenant seulement, il réalisait profondément ce qu'il avait osé faire et à qui. J'ai eu tort. Une excuse insignifiante, comme celle d'un enfant, s'échappa de sa bouche. Mais, dans les yeux d'Isabelle, il n'y avait plus aucune pitié. Elle rangea la carte dans sa poche, prit les menottes métalliques froides des mains du capitaine Julien Lambert qui se tenait à côté et tordit elle-même les bras de Gérard Beaumont dans son dos pour le menotter. Clic! Le son métallique et froid retentit clairement, comme le son qui lui enlevait tout. Colonel Gérard Beaumont, vous êtes en état d'arrestation d'urgence à compter de cet instant pour abus de pouvoir, meurtre d'un subordonné, dissimulation de cadavres, trafic illégal de biens nationaux et de nombreux autres crimes. Sa voix était froide et impassible, comme celle d'un bourreau. Pour vous justifier, vous le direz directement à ma fille en enfer. Oh! Elle attrapa le col de Gérard Beaumont menotté, le releva brutalement comme une bête, puis le traîna comme un trophée vers l'hélicoptère. Des 2 côtés du chemin qu'elle empruntait, ses subordonnés, comme s'ils s'étaient donné le mot, saluèrent tous en même temps. C'était une cérémonie solennelle, accueillant le retour de leur reine. Après avoir accompli la vengeance la plus cruelle et la plus parfaite, tous les cadres de l'escadron Scorpion ne purent que s'agenouiller, retenant leur souffle, assistant à cette scène. Assistant à la descente aux enfers de leur roi,
traînés par la main même de la femme qu'ils avaient si longtemps humiliée. Cette nuit-là, les lumières de toutes les chambres des officiers et des bureaux administratifs de l'escadron Scorpion ne s'éteignirent pas. L'équipe d'inspection spéciale travailla toute la nuit pour trouver tous les maillons de la corruption liés à Gérard Beaumont. Grâce à ses livres de comptes secrets et aux aveux de ses anciens hommes de main, les vérités répugnantes cachées dans l'ombre furent révélées les unes après les autres. Et le royaume, autrefois solide comme un roc, s'effondra complètement en une seule nuit. La nuit où la déesse de la vengeance descendit sur terre. Le ciel au-dessus de l'escadron Scorpion était particulièrement dépourvu d'étoiles, comme s'il annonçait une tempête de sang gigantesque à venir. La fin de l'escadron Scorpion fut rapide et radicale. Le ministère de la Défense annonça officiellement la dissolution immédiate de cette unité déshonorée et des sanctions sévères pour tous les individus impliqués. Gérard Beaumont fut traduit devant un tribunal militaire et tous ses crimes furent rendus publics. Meurtre d'un subordonné, dissimulation de cadavres, abus de pouvoir, trafic illégal de biens de la défense nationale. Sa culpabilité était écrasante, et l'enregistrement qu'Isabelle possédait fut la preuve décisive. Une peine maximale était une certitude pour lui. Son royaume avait complètement disparu de l'histoire. Et quelques jours plus tard, dans une salle d'interrogatoire froide et sans fenêtre, au sous-sol du siège du ministère de la Défense, Gérard Beaumont, en tenue de prisonnier, les yeux vides, fixait le mur d'acier en face de lui. Son arrogance et sa folie avaient disparu, ne laissant que le néant d'un homme qui a tout perdu. Clic. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Une personne entra. C'était Isabelle Rochefort. Elle ne portait plus l'uniforme de combat couvert de poussière. Elle portait l'uniforme impeccable de général de division, avec 2 étoiles brillantes sur son col. Sur son visage, il n'y avait plus aucune trace de la douleur et de la souffrance du mois passé. À la place, il n'y avait que la majesté froide et écrasante d'un commandant dirigeant l'unité la plus élitiste. Elle s'assit silencieusement sur la chaise en face de Gérard Beaumont. Entre eux, seulement une table en fer froide. Gérard Beaumont n'osa pas lever la tête. Il n'avait plus le courage d'affronter son regard. Des regrets, Isabelle rompit le silence la première. Sa voix était impassible. « À quoi bon regretter maintenant ?» répondit Gérard Beaumont, d'une voix à peine audible. Il pensait que tout était fini. Sa vie s'arrêtait là, mais il se trompait. Isabelle sortit de sa mallette un épais dossier et le jeta sur la table. Boum! Le son lourd brisa le silence de la salle. « Tu sais ce que c'est ?» Gérard Beaumont leva à contre-cœur la tête pour regarder le dossier. Sur la couverture, un tampon rouge, top secret, et les mots « Groupe Pentastar, transaction d'armes secrètes avec le Nord ». À l'instant où il vit ces mots, les yeux de Gérard Beaumont s'écarquillèrent de stupeur. Le sang quitta son visage. « Comment avez-vous eu ça ?» Isabelle eut un rire froid, comme si elle avait anticipé sa réaction. « La mort de ma fille Marie. » Sa voix devint glaciale. « Tu penses qu'elle est morte simplement parce qu'elle a découvert tes petites affaires de corruption? Ne te fais pas d'illusions. Ma fille était bien plus intelligente et courageuse que tu ne l'imagines. » Elle ouvrit le dossier et étala quelques photos devant lui. Sur les photos, le colonel Gérard Beaumont serrait la main d'un personnage, apparemment un haut fonctionnaire du Nord, devant un camion rempli de fournitures militaires. « Ma fille a réalisé que tu ne te contentais pas de détourner des surplus militaires. Elle a découvert que tu transmettais les plans de nos armes les plus récentes en collaboration avec le conglomérat de défense Pentastar pour les vendre à l'ennemi. Et elle savait aussi que celui qui tirait les ficelles était ton supérieur direct, le général de corps d'armée Alain Chevalier. Le général de corps d'armée Alain Chevalier, une puissance encore plus grande que le commandant du corps d'armée, l'une des personnalités les plus puissantes de l'armée. Lorsque ce nom fut prononcé, le visage de Gérard Beaumont passa du blanc au gris.
Il baissa la tête, comme s'il avait tout abandonné. Marie avait rassemblé toutes ses preuves et s'apprêtait à me les envoyer. Mais tu as agi avant. Isabelle se leva. Elle regarda par la petite fenêtre de la salle d'interrogatoire, où une faible lueur d'aube apparaissait. Ton arrestation n'est pas la fin de ma vengeance. Sa voix contenait une détermination froide, annonçant le début d'une guerre plus grande. Ce n'est que le début d'une grande purge pour déraciner la force maléfique plus grande qui se cache derrière la mort de ma fille et qui ronge ce pays. Toi, Gérard Beaumont, tu n'es qu'un pion sacrifié pour annoncer le début. Maintenant seulement, Gérard Beaumont réalisa dans quel jeu d'échecs immense il avait été entraîné, et la femme qu'il avait affrontée n'était pas simplement une mère venue venger sa fille. Elle était le juge, le plus redoutable, agissant pour détruire les ennemis de la nation. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, un nouveau matin se levait. C'était une aube froide, annonçant le début de la plus grande et de la plus sanglante purge qui allait s'abattre sur l'armée. Jusqu'où une mère peut-elle aller pour obtenir justice pour sa fille? Si cette mère est un général surnommé la légende de l'armée, la réponse est unique. Jusqu'au plus profond de l'enfer, la vengeance pour le sous-lieutenant Marie Leclerc ne faisait que commencer. Le grand plan du général de division Isabelle Rochefort réussira-t-il? Le vrai démon au sommet de la corruption subira-t-il le jugement? Que pensez-vous de cette pièce de vengeance parfaite et cruelle? La vraie justice peut-elle être rendue? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.